Je vais vous résumer ce livre, Le jeûne, meilleur remède de la nature, écrit par Albert Mosseri, qui est très connu dans le monde du jeûne puisqu'il a accompagné plus de 3000 personnes. On va voir la table des matières. Première partie, je ferai très très court, ce sont beaucoup de témoignages avec différents types de pathologies. Puis on passera à l'hygiénisme et on rentrera dans le jeûne avec la préparation, la conduite, tout ce qui peut être stimulation et élimination, les crises potentielles et les symptômes durant ou après le jeûne, cette notion intéressante du demi-jeûne qui peut suivre le jeûne, quoi manger et comment se comporter après le jeûne, et quelques précisions complémentaires. Alors Albert Mosseri est né au Caire en 1925 et il s'est retrouvé engagé dans la recherche d'une santé qu'il avait perdue de très bonne heure. Il a en effet rejeté la médecine qui était impuissante à le guérir et il a étudié tout un tas de méthodes naturelles. Il a écrit une vingtaine d'ouvrages sur l'alimentation et fondé une maison de cure où il a soigné plus de 3000 malades, à la fois par des cures hydriques, jeûne hydrique, et aussi des régimes hygiénistes tels que décrits dans ses livres. C'est une édition de 2010 de 216 pages. Alors en préface, on a quelques notions intéressantes. Il prend l'exemple de la maison en disant que si on fait régulièrement le ménage chez nous, il vient un moment où un grand nettoyage s'impose. Le classique nettoyage de printemps. Et là, on va pouvoir déplacer les meubles, aller dans les coins, bref. Eh bien, on peut faire le parallèle avec le corps. Certains déchets n'empruntent pas les voies normales. Des déchets vont pouvoir s'accumuler en différents endroits qui ne sont pas prévus à cet effet. Et entre parenthèses, ce sont souvent les cellules graisseuses qui vont emprisonner les toxines. Et voilà, du trouble le plus banal au plus insupportable, aux maladies les plus graves et les plus douloureuses, une origine est commune, l'encrassement de l'organisme par des déchets anormaux. Et jeûner sera le moyen le plus rapide, le plus sûr, le plus efficace, le plus économique d'éliminer ces déchets, fauteurs de troubles. Et si on fait le parallèle avec la maison, impossible de donner une réception pendant le nettoyage de printemps, la maison est sans dessus-dessous, eh bien ça sera pareil pour nous, c'est pour ça qu'on va insister beaucoup sur le repos, qu'il soit physique ou émotionnel. Donc nous avons les 10 premiers chapitres sur des exemples de pathologies qui ont été solutionnées par du jeûne. Ce sont à chaque fois des exemples individuels de personnes en particulier. Et Albert Mosseri en tire déjà certains enseignements. Le premier, c'est que le corps ne s'arrête jamais de travailler et qu'il travaille encore mieux si on ne fait rien, c'est-à-dire si on n'essaye pas d'hâter l'élimination, etc. La plupart des problèmes rencontrés pour les jeûneurs auraient pu être évités avec une meilleure préparation, une préparation de quelques semaines avant d'entamer le jeûne. Il a noté aussi dans tous ces exemples que sur le chemin de guérison, certaines patientes ou patients faisaient toutes leurs anciennes maladies de nouveau, qui revenaient une à une. C'est là qu'on rappelle, parce que ce n'est pas le seul livre qui rappelle ça, la maladie n'étant autre qu'un moyen d'élimination, eh bien le corps ayant été empêché d'éliminer par les médicaments par exemple ou une hygiène de vie non adaptée, va reprendre toutes ses tâches en suspens, donc refaire des maladies, ou dit autrement, des évacuations. Sur d'autres exemples, le retour des symptômes après un jeûne a signifié que le corps n'avait pas terminé l'élimination et qu'il la reprenait. Un autre enseignement aussi, c'est qu'il ne faut pas être pressé de voir des résultats, il faut rester patient. Et il termine par une citation: « Utiliser un remède, c'est créer une seconde maladie artificielle pour guérir la première. » Chapitre 11, Hygiénisme, un système révolutionnaire. Dans ce chapitre, on nous rappelle que déjà dans la Grèce antique, il existait des temples où le jeûne était pratiqué dans le but de guérir toutes les maladies. Puis la médecine a pris le dessus et l'hygiénisme tomba dans l'oubli et disparut relativement. Et au XIXe siècle, grâce à une vingtaine de pionniers, médecins dissidents la plupart, l'hygiénisme fut redécouvert et mis sur le devant. Puis au XXe siècle, ce fut le docteur Shelton, qui n'était pas médecin, qui fit la synthèse de toutes ces méthodes, écartant les idées superflues et pour en faire un système cohérent et solide. L'idée générale de l'hygiénisme, c'est le retour à la nature et aux facteurs d'hygiène naturelle pour maintenir une bonne santé et même pour se guérir. Et la naturopathie est née 50 ans en Europe après la naissance de l'hygiénisme. Il précise que la naturopathie cherche à réformer la médecine
en remplaçant les remèdes chimiques par d'autres remèdes végétaux. Par contre, l'hygiénisme est un système révolutionnaire, il a pour but d'intervenir le moins possible. En d'autres termes, les facteurs nécessaires à la santé sont l'alimentation spécifique à l'espèce humaine, l'absence de poisons chimiques dans les aliments, la suppression des médicaments, des vaccins, des émotions négatives, etc. Et un petit paragraphe sur la pire des superstitions, l'idée de remède. Il nous dit qu'il est malheureux que l'idée de remède ait été ancrée dans le subconscient de l'humanité tout entière. C'est une superstition car les remèdes n'existent pas. Le seul remède, c'est la suppression de la cause. Et il termine ce chapitre sur l'hygiénisme en disant qu'il retient la médecine d'urgence avec entre autres la chirurgie pour les accidents et d'autres cas rares. Quelques citations. En regardant l'aiguille de l'essence dans le cadran de votre voiture, vous pouvez savoir combien il vous en reste. Malheureusement, nous n'avons pas dans notre organisme un cadran qui puisse nous renseigner sur l'énergie qui nous reste à un moment donné. Quand nous sentons la fatigue, c'est que le réservoir est épuisé. Chapitre 12. La préparation du jeûne. Une certaine préparation est indispensable avant de s'embarquer dans une cure de jeûne, dans le but évident d'éviter les crises. Cette préparation aura 2 volets: arrêter les médicaments, avoir comment et au besoin se faire accompagner, et suivre un régime de préparation durant 1 ou plusieurs semaines auparavant. Ce régime sera calculé sur le menu hygiéniste normal. Il nous dit que déjà, avec ce menu hygiéniste, on peut perdre plusieurs kilos avant de démarrer le jeûne. Petit paragraphe sur la relaxation. Il est important que le curiste arrive à se relaxer physiquement et mentalement avant d'entreprendre la cure. Et pour cela, il conviendra aussi de supprimer tous les aliments azotés, la viande, les poulets, poissons, noix diverses, légumineuses, œufs, fromage, pain, céréales. Il sera important de supprimer tous les aliments qui contiennent plus de 2% de protéines, car ces aliments azotés haussent le métabolisme et la tension générale du corps, et ça ne sera pas propice à la relaxation. Et ici on parle bien de la relaxation naturelle, à distinguer de la relaxation artificielle avec des pratiques comme le yoga par exemple. Et on notera que cette relaxation naturelle est souvent qualifiée à tort de fatigue. Puis on arrive à la préparation. Donc pour cette préparation, il nous décrit ce que l'on peut manger le jour, en fin d'après-midi, le soir, accompagné de dessert ou pas. Il nous liste aussi ce qui est défendu durant cette préparation. Par exemple, poivre et épices. Il nous liste aussi les incartades rarement permises, des imitations de café, de la viande, du vin l'estomac vide. Il nous dit que ceux qui font trop d'incartades doivent jeûner 1 jour fixe par semaine, ou alors le jour où ils n'ont pas faim. Il nous parle de demi-cuisson, en indiquant qu'on peut faire cuire des légumes coriaces dans une marmite avec 3 verres d'eau froide à cuire environ 15 minutes. Et bien sûr, on pourra boire l'eau de cuisson s'il en reste. Et pour les récipients, il précise en fonte noire non émaillée. Et il rappelle à la fin, cette préparation fera éviter les crises parfois très violentes aux jeûneurs. Un petit paragraphe sur les purges. Il nous dit qu'il est préférable de suivre une préparation diététique avant de jeûner plutôt que de prendre une purge, fût-elle végétale. Au bout d'1 semaine de cette préparation, les intestins ne contiennent plus que des déchets d'aliments sains, lesquels eux peuvent être stockés durant plusieurs semaines de jeûne sans aucun inconvénient. Chapitre 13. La conduite durant le jeûne. Le repos est une importance primordiale, qu'il soit physique, sensoriel, mental ou physiologique. Paragraphe sur la relaxation naturelle. Il nous dit qu'une personne qui jeûne tout en continuant ses activités journalières, il prend l'exemple d'un jeûne de 15 jours, eh bien ça serait équivalent à un jeûne de 5 jours alité à cause de cette activité qui a pu détourner l'énergie vers l'extérieur. Et bien sûr, dès les premiers jours de jeûne, on ressent une certaine fatigue. Ce n'est pas vraiment de la fatigue, car la fatigue suit un effort physique, c'est plutôt de la relaxation. Puis on va parler de relaxation mentale. Pour arriver à se relaxer mentalement, il faut s'isoler de son milieu, jeûner dans un endroit calme. Il cite Shelton, le jeûneur qui écoute la radio ou qui regarde la télévision éveille ses émotions et se surexcite ou se laisse déprimer selon les nouvelles, le film ou le résultat du match de football. Il ne se repose sûrement pas, mais se fait beaucoup de tort. Cela étant dit, l'ennui durant le jeûne pose souvent des problèmes. Ne vaut-il pas mieux se fatiguer un petit peu que de s'ennuyer, surtout pour les bien portants? Il conclut ce paragraphe en disant qu'il ne va sans dire que le jeûneur devra éviter la colère, la haine, la jalousie, la peur et toutes les émotions fortes, destructrices, car elles usent l'énergie nerveuse nécessaire pour l'élimination. Paragraphe
la bouillotte et la couverture électrique. Durant le jeûne, il faut garder les pieds chauds, même si la tête reste froide. Il n'est pas utile de garder la fenêtre grande ouverte toute la nuit, la chaleur est plus importante que l'air pur. Bien sûr, durant le jeûne, on a besoin de chaleur, donc que ce soit bouillotte ou couverture chauffante, elles seront les bienvenues. Une précision quand même, ne jamais mettre la bouillotte sur un organe quelconque du corps, sinon l'afflux de sang peut provoquer un abcès à cet endroit. Puis on parle d'activité physique, on va la réduire au minimum, mais il vaut mieux dépenser un peu d'énergie, pas trop, à parler, à écrire, à lire, à tricoter, à broder, que de s'ennuyer. Un petit paragraphe intitulé On peut mourir sans eau. Il nous dit qu'un hygiéphile n'a jamais soif et ne boit jamais, car sa nourriture contient assez d'eau pour combler tous ses besoins. Seulement voilà, l'auteur nous dit que ces mécanismes naturels et l'instinct sont parfois déréglés chez un être civilisé ou chez la personne mal portante. En conclusion, le premier jour, on peut négliger de boire, mais par la suite, il insiste auprès des jeûneurs pour qu'ils boivent un minimum de 2 à 3 verres par jour, surtout tôt le matin quand l'élimination est en plus fort. Et celui qui néglige de boire peut ressortir parfois des symptômes d'empoisonnement, entre guillemets, avec par exemple des mal de tête, mal aux reins, dépression nerveuse, insomnie, urine trop foncée, cystite, etc. Donc quand un jeûneur se plaint de ces symptômes, l'auteur lui demande de boire tout de suite plusieurs verres, et en général les douleurs s'en vont rapidement. On rappelle juste que l'eau n'est pas un aliment, c'est juste un véhicule que le corps utilise pour transporter les déchets éliminés par les cellules. Tout ça vers les émonctoires, reins, poumons, intestins. Donc bien sûr ce véhicule est nécessaire. Un petit paragraphe sur le soleil. On peut s'exposer au soleil par exemple 15 minutes. Et il nous précise que si les yeux ne supportent pas la lumière, à ce moment-là il faut absolument réduire l'exposition au soleil ou s'en passer. C'est probablement le foie qui est dans ce cas saturé. Concernant les douches et autres bains, eh bien en fait c'est une dépense d'énergie considérable pour le jeûneur, d'où l'énervation potentielle. Au sujet d'énervation et de la toxémie, je vous renvoie vers ma vidéo « La toxémie, véritable cause des maladies » où on va entre autres aussi redéfinir cette énervation qui est un manque d'énergie physique ou émotionnelle. Concernant les tisanes, les hygiénistes rejettent toutes les tisanes, que ce soit durant le jeûne ou par la suite. Ils précisent que dans la nature, les plantes sont divisées en 2 catégories, comestibles et vénéneuses. Or, les tisanes sont toujours faites à partir de plantes vénéneuses, dit autrement amères, piquantes, insipides, jamais des plantes comestibles. Les tisanes sont en vérité des médicaments. Chapitre 14, la stimulation et l'élimination. Il nous dit que toute stimulation est suivie d'une période de dépression d'égale intensité et de même proportion. C'est donc un gaspillage. Donc pas besoin de fouetter les organes d'élimination qui risquent de les épuiser de plus en plus. On précise bien que l'élimination se passe au niveau des cellules et non celui des émonctoires. Ces derniers ne font que rejeter les substances déjà éliminées et les reins les filtrent du sang et les rejettent dans la vessie. Donc pour rater l'élimination, il faut pousser les cellules à éliminer et non les émonctoires. Et à cet effet, il faut savoir comment fonctionnent nos cellules. Et pour fonctionner, elles ont besoin d'énergie nerveuse. Et quand celle-ci est abondante, elles éliminent beaucoup plus. Et on ne peut augmenter l'énergie nerveuse qu'en se reposant et en économisant sur les dépenses physiques, musculaires, digestives, etc. On comprend bien que l'exercice, la marche, le travail dévient les énergies vers les muscles et ralentiront donc l'élimination. Chapitre 15, les purges et les lavements. Pour l'auteur, il n'y a pas de danger à garder plusieurs semaines des matières fécales dans les intestins. Il n'y aura pas d'absorption par les parois du côlon. Le corps n'a pas de risque de s'empoisonner. Il nous dit que les lavements ne vident que 50 cm du côlon et en liquéfiant le contenu, permettant ainsi de nouveau des absorptions. Ce qui pourrait expliquer parfois pourquoi on a des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées après un lavement. En tout cas pour lui, c'est au corps de juger ce qui doit être expulsé ou pas. Une citation d'Hippocrate, « C'est la nature qui guérit les maladies, elle trouve elle-même les voies convenables, sans avoir besoin d'être dirigée par notre intelligence. » Et toujours Hippocrate, le jeûne purifie le corps. Chapitre 16, les crises et symptômes durant ou après le jeûne. La personne en excellente santé peut jeûner des semaines sans ressentir le moindre malaise. L'élimination se fait alors en douceur. Par contre, l'individu mal portant, comme c'est le cas pour la plupart du monde, aura des réactions suivant son état, violente s'il est pourvu d'une bonne vitalité, ou faible si celle-ci est faible. Concernant les vertiges, c'est un symptôme assez courant chez le jeûneur,
surtout quand il se lève brusquement, eh bien le sang est concentré dans l'abdomen pour l'élimination intense qui s'y produit, et le corps risque de manquer de temps pour en envoyer dans le cerveau lorsqu'on se lève. Alors prudence sur les mouvements brusques. Concernant les maux de tête, ils peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours. On ne doit pas chercher à les atténuer, ce sont des symptômes d'élimination précieux. Concernant les palpitations et le pouls, que le cœur batte vite ou lentement, cela n'a pas grande importance, du moment qu'il est régulier. On peut très bien monter à 120 pulsations par minute, ou descendre à 45 seulement. Par contre, un pouls irrégulier est un mauvais signe qui commande l'arrêt du jeûne et le passage à l'étape suivante, à savoir le demi-jeûne. Concernant les vomissements de bile qui peuvent arriver au bout de quelques jours, cela se produit parfois quand le foie est fatigué, surmené, c'est-à-dire en finale chez pas mal de personnes. Si ces vomissements surviennent durant les 2 premières semaines du jeûne, il faut les laisser courir et les supporter. Concernant les urines chargées et teintées, il va être classique d'avoir des urines teintées, et il pourra arriver qu'après 2 ou 3 semaines de jeûne, les urines soient chargées de sable, de boue. En effet, quand la vessie ou vésicules sont pleines de petits calculs, ou d'un seul gros, tous finissent par se désintégrer sous l'effet du jeûne. Alors ils sont évacués par les urines. Concernant les douleurs aux reins ou aux poumons, une forte élimination pourra les accabler quand ils ne sont pas assez forts. C'est ainsi qu'on pourra ressentir une inflammation ou une congestion sanguine locale dans ces organes vitaux. En conclusion, quand on suit la préparation, on évite toutes les crises, sinon la plupart. Ne pas oublier que plus on est mal portant, plus longue doit être cette préparation. Chapitre 17, la pesée quotidienne. Dès qu'on s'embarque sur un jeûne, il faut se peser tous les jours. Voici quelques remarques utiles. Quand on ne perd pas de poids ou qu'on en perd peu, cela signifie que l'élimination est ralentie. En effet, l'élimination use des substances nutritives existant dans l'organisme. Mais s'il dure 3 jours consécutifs, alors cela indique un ralentissement de l'élimination dû à des carences. On note en général que les carences sont vite comblées car le corps procède à des transmutations biologiques qui transforment des substances existantes en des substances manquantes. Par contre, ce processus a bien sûr des limites, et dans ce cas, on passera au demi-jeûne. Justement, chapitre 18, à quel moment passer au demi-jeûne ? Il nous dit qu'il ne faut jamais couper net un jeûne. Cette erreur pourrait mener à la boulimie et à d'autres inconvénients. Il faudra se nourrir progressivement jusqu'à arriver à un régime normal au bout de quelques jours. On peut bien sûr arrêter un jeûne à n'importe quel moment, mais il vaudra mieux compléter la désintoxication et atteindre le but désiré plutôt que de verser dans la boulimie. Alors la vraie faim, qu'est-ce que c'est ? Alors que la vraie faim est une sensation agréable avec une bouche propre, ni sèche ni pâteuse, pleine de salive. Tout ça sera accompagné d'une langue moins chargée, avec un petit creux dans l'estomac et une demande diffuse dans le corps pour de la nourriture. Un paragraphe sur les réserves déséquilibrées. Chez tous les individus, il existe des réserves que l'on peut classer en 3 grandes catégories. Les réserves ordinaires, que ce soit sucre, glycogène, graisse ou protéines. Les réserves essentielles, comme les vitamines, enzymes, oligoéléments, sels minéraux, et les toxines, tous les poisons et les divers déchets. Donc 2 cas peuvent ainsi se rencontrer, les individus en parfaite santé qui ont plus de réserves essentielles que de toxines, et ces cas sont très rares, et les individus mal portants qui ont des toxines et des poisons plus que de réserves essentielles. Lorsqu'on se pèse tous les jours durant le jeûne, on notera que vers le 10e jour, on peut avoir une perte de poids qui se ralentit. Ensuite, la perte reprend de nouveau pour arriver à un second palier de ralentissement vers le 20e jour. C'est là où on aura intérêt à passer au demi-jeûne. Chapitre 19, le demi-jeûne et la langue colorée. Il a constaté que 90% des curistes développent une langue colorée et les 10% restants ne la développent qu'à l'occasion d'une seconde cure. Quand on passe à la 2e phase, celle du demi-jeûne, la langue se colore dans 90% des cas. Quand la langue se colore, le demi-jeûne doit être poursuivi jusqu'à ce que la couleur devienne naturellement rose, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'élimination. Et voici la proportion des coloris rencontrés au niveau de la langue et leur signification. Elle est souvent blanche et pas que, et on notera bien aussi que ça peut être des taches ou des bandes sur la langue, pas forcément toute la couleur de la langue. Et on précise bien que la langue est le miroir des intestins. La couleur de la langue, son apparence, son goût sont le miroir de l'état des intestins sur toute longueur, c'est-à-dire sur 10 mètres environ. La couleur peut se révéler au bout de quelques heures ou de plusieurs jours. Elle peut couvrir toute la langue ou une partie seulement. Maintenant, on aborde un peu plus cette notion de demi-jeûne. En vérité, c'est un régime d'élimination, puisqu'on mange environ 1 à 2 kg par jour
moitié fruits, moitié crudités. Donc on se rappelle que l'idée c'est de rapporter des nutriments pour pouvoir permettre l'élimination, car selon les individus, le stock de vitamines et autres éléments essentiels ne peut durer que 7 à 20 jours environ. Donc pour le demi-jeûne, les fruits qu'il préfère donner ce sont les pommes, car elles agissent comme un balai intestinal. Paragraphe sur les 3 phases du jeûne. La première, l'élimination superficielle, où la langue est blanche, mais qui aboutit à de bons résultats pour la santé générale et à la guérison des maladies aiguës et fonctionnelles. Puis la deuxième phase est celle de la survivance, où les carences commencent, le poids se stabilise, la langue se nettoie et l'élimination s'essouffle. C'est une perte de temps d'avancer dans cette voie, et il est préférable d'éviter d'entrer dans cette phase et de la remplacer par la phase du demi-jeûne. Si l'on poursuit ce demi-jeûne jusqu'au nettoyage total de la langue, alors on aboutit à des résultats encore meilleurs pour la santé générale et à la guérison des troubles et des maladies chroniques anciennes, impossibles à guérir autrement. Que ce soit eczéma, asthme, bronchite chronique, zona, affection des yeux, hépatite, etc. Donc cette troisième phase serait si on poursuit le jeûne à l'eau durant la phase précédente de la survivance, alors on finit par entrer dans la phase de l'inanition. Autrement dit, il ne vaut mieux pas. Un chapitre sur les durées des réserves vitales. Nous avons vu que les réserves essentielles et ordinaires dans un organisme donné ne sont pas équilibrées. Nous avons trop de graisse, trop de toxines par rapport aux substances vitales et essentielles. On peut ainsi peser 90 kg de lard et de toxines, comme il dit, et mourir d'inanition par un jeûne long. On n'oubliera pas que les vitamines s'usent, vieillissent et meurent à moins d'être remplacées. Voici un tableau qui précise la durée d'emmagasinage des vitamines dans le corps humain, des ordres de grandeur intéressantes à avoir. Concernant la vitamine B1, il nous rappelle que les transmutations biologiques dans la flore intestinale peuvent fabriquer cette vitamine à partir d'autres éléments présents. C'est ça qui nous permettra de s'abstenir de manger durant 2 à 3 semaines sans problème. Bien sûr, tout ça dépend de chacun et des conditions de départ. Chapitre 20, la première selle après le jeûne. Chez la plupart des jeûneurs, il est tout à fait normal de ne pas aller à la selle durant toute la durée du jeûne, à de rares exceptions près. Les personnes constipées, et même d'autres qui ne l'ont jamais été, peuvent attendre jusqu'à 17 jours avant d'avoir la première selle après le jeûne. Bien sûr, ça dépendra de la durée du jeûne. Il nous dit qu'il ne faut pas perdre patience et attendre. Chapitre 21, le menu après le jeûne. Peut-on faire ripaille après le jeûne? Bien sûr, ce serait une erreur monumentale. Bien sûr, parfois on a cette envie de manger pour combler ce qu'on a pu perdre. En tout cas, le corps ne peut pas brûler les étapes et se renflouer du jour au lendemain. Si l'on mange trop ou si l'on mange comme avant, le corps ne pourra pas tout digérer et il va rejeter le reste dans les selles. Un des inconvénients, c'est qu'on va se fatiguer encore plus, entre autres avec la perte de sucre digestif. Et le pire de tous les excès, c'est celui des aliments azotés. Ensuite, c'est l'excès de dattes, figues sèches, etc. Il rappelle à cette occasion que tous les fruits secs doivent être trempés 24 heures. Autrement, ils sont relativement indigestes. Les protéines après le jeûne. Le corps ne peut pas emmagasiner les protéines, il en a besoin tous les jours en quantité minuscule. Donc pas d'excès, juste un apport mesuré dans le temps. Il nous parle des mini-repas et des tentations. Donc ces mini-repas, c'est une manière de reprendre l'alimentation après le jeûne. Et là, ce sera la faim qui commande et on pourra aller de 5 à 6 petits repas par jour. Concernant les tentations, il nous dit qu'il peut y avoir une nécessité de mettre sous surveillance une personne qui sort d'un jeûne. Pas une surveillance médicale, mais une surveillance de groupe à la maison ou entre personnes qui ont jeûné et qui peuvent se suivre de près ou de loin pour accompagner cette reprise et limiter les tentations. Puis un paragraphe sur le menu après la cure. Alors là, ce va être des exemples, des indications, mais ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et donc on va retrouver la même liste pour les conseils d'assaisonnement, les aliments défendus, le fait que si on fait trop d'écart à un moment donné, eh bien on pourra jeûner une journée complète par exemple. Chapitre 22, le comportement après le jeûne. Premier paragraphe, il faut changer le mode de vie. Voilà un des messages essentiels. L'idée est d'avoir un mode de vie qui devient de plus en plus sain. Ou dit autrement, à quoi sert-il de jeûner, de se désintoxiquer, de se purifier, de se guérir, si on doit retourner aux vieilles habitudes qui nous ont rendus malades? Le jeûne n'est pas une panacée. Il faudra donc absolument diminuer les causes d'empoisonnement. On jeûne et l'on se nourrit sainement, non pour guérir la maladie, mais pour se désintoxiquer et rétablir la santé, ce qui n'est pas pareil. Alors c'est quoi au juste la guérison?
Le rétablissement est un processus biologique qui est intrinsèque à l'organisme vivant et qui ne réside nulle part ailleurs. Les poisons causent la maladie, pas la santé. Et encore une phrase de Shelton que l'auteur répète avec plaisir. Le rétablissement est un processus biologique intrinsèque à l'organisme vivant et qui n'existe nulle part ailleurs, ni dans un médicament, ni dans les mains d'un guérisseur qui prétend le transmettre. C'est donc une qualité strictement personnelle qui ne peut être transmise. Paragraphe, le jeûne n'est pas le seul moyen. Il nous dit que rien ne peut remplacer une approche totale, une approche générale pour résoudre avec succès tous les problèmes. À cet effet, 3 conditions sont essentielles en vue du rétablissement de la santé. Premièrement, l'élimination de la toxémie du sang et des tissus affectés. Deuxièmement, le rétablissement d'un pouvoir normal de fonctionnement par le repos. Troisièmement, la correction des habitudes de vie pour éviter que l'énervation et la toxémie n'évoluent de nouveau. Avec un paradoxe, plus on élimine, plus on se sent mal et plus vite on se remet. Encore du Shelton pour cette citation, la médecine s'est embourbée dans la pathologie et n'a presque aucune idée de la vraie étiologie, des origines de la maladie. En effet, la médecine refuse de reconnaître l'influence puissante du mode de vie dans la production et dans le maintien de la santé et de la maladie. Elle recherche plutôt des causes dans les entités étrangères, les microbes, les virus, les parasites, etc. Et tous ces moyens curatifs sont dirigés contre ces causes fictives, d'où son pessimisme concernant l'effet positif des médicaments. Les microbes et les virus ne sont pas les causes de la maladie, mais des conséquences, ce qui n'est pas pareil. Un paragraphe, le temps guérit tout, point d'interrogation, et la patience. Si vous échouez dans la modification de vos habitudes malsaines, essayez de nouveau. Comme un enfant qui apprend pour la première fois à marcher, chaque fois que vous succomberez à la tentation, vous vous relèverez et vous essaierez de nouveau. Persistez dans vos efforts et vous finirez par réussir. Conclusion, essayez, testez, et dans tous les cas, essayez de nouveau. Paragraphe sur les remplaçants. Il est à noter qu'il est plus facile de remplacer une substance malsaine que de la supprimer. Par exemple, remplacer le café par un succédané provisoire, succédané qui pourrait être supprimé à son tour plus facilement que si on voulait tout au début supprimer le café. Personne n'est un saint ni un surhomme. Nous avons tous nos faiblesses et il faut compter avec elles. L'important c'est d'avancer toujours dans les bonnes habitudes, ne jamais s'arrêter. L'auteur estime que si les maladies ne se rétablissent pas, c'est qu'on a dû garder quelques erreurs principales, mais pas secondaires. Les erreurs secondaires ne peuvent avoir que des conséquences minimes. Mais souvent, le sujet ne peut pas de lui-même distinguer les erreurs graves des erreurs secondaires. Il va parfois devoir être accompagné pour qu'il soit capable de distinguer l'important de l'accessoire. Et il prend des exemples. Une personne qui mange de la viande ou du pain une seule fois par semaine, voire 2 fois, c'est bien moins grave que si elle mangeait tous les jours des aliments épicés. Prendre du pain tous les jours est plus grave que manger du poisson chaque vendredi. Boire du vin les week-ends est moins grave que veiller toutes les nuits et ne dormir que quelques heures ou à des heures tardives. Voilà des exemples un peu marquants, mais qui demandent réflexion et qui demandent de rentrer dans beaucoup de détails sur son hygiène de vie globale. Chapitre 23, qui ne doit pas jeûner. Il nous précise que le jeûne est contre-indiqué dans les cas suivants: ceux qui souffrent d'une maladie cardiaque véritable, les cas de tuberculose ou ceux encore qui sont squelettiques, par exemple à partir de ceux qui pèsent 20 kg de moins que le poids normal et qui ont en plus des difficultés digestives. Et bien sûr aussi ceux qui n'ont pas arrêté les tranquillisants, les diabétiques, dont le cas reste à voir de manière plus détaillée, les personnes trop âgées, les femmes enceintes à partir du 6e mois, des cas de cancer de foie ou de rate et d'autres cas, etc. Alors il n'y a pas de conclusion de l'auteur, et j'en arrive à mes conclusions personnelles. Le début du livre apporte beaucoup de cas de jeûneurs dont l'expérience montre les intérêts en fonction de différentes pathologies, mais aussi des erreurs à ne pas faire, et aussi du fait qu'on est tous différents. Et oui, jeûner existe depuis très longtemps, et c'était simple, pas besoin de rajouter d'actions ou de produits particuliers. Ce parallèle entre encrassement d'une maison et notre corps est très parlant. De temps en temps, il est très utile de faire le ménage à fond. Et comme il dit, impossible de donner une réception pendant le nettoyage de printemps. La maison est sans dessus-dessous. Ça, c'est un des messages essentiels. En entrant dans un jeûne hydrique, il est utile de se reposer. On a vu cet ordre de grandeur, qu'un jour de jeûne en maintenant une activité normale est équivalent à 5 jours
de jeûne alité ou avec un grand repos. Un autre message important à mes yeux, le jeûne devrait être considéré comme une préparation initiale dans un programme de rénovation de la santé, et non comme le seul moyen de cette rénovation. Et bien sûr, on a vu aussi l'intérêt fondamental de la préparation avant le jeûne, 1 à 2 semaines en fonction de la durée du jeûne vers lequel on se dirige. Après, le livre insiste beaucoup sur l'hygiénisme et les modes alimentaires associés. Je rejoins assez cette approche en adaptant bien le tout à chacun et sans excès, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et je note aussi cette approche du demi-jeûne qui est très intéressante. Alors il appelle ça demi-jeûne. On pourrait aussi appeler ça une succession de monodiètes, puisque c'est la prise d'un seul aliment par prise alimentaire. Il a gardé ce nom de demi-jeûne pour marquer les esprits, puisqu'effectivement, durant cette période, il continuera à y avoir de l'élimination et de la désintoxication. Après, je regrette dans ce livre des positions très tranchées, par exemple anti-nourriture instinctive, très anti-naturopathie. Mais effectivement, la naturopathie peut parfois, même si elle dit chercher la cause des causes, se retourner vers une médecine relativement symptomatique. Alors non pas qu'il n'y ait rien de vrai dans tout ça, et à chacun de voir, mais pour ma part, ça a rendu la lecture un peu moins sympathique par moments, avec des opinions qui sont pour moi un peu trop tranchées. Alors, le jeûne, meilleur remède de la nature ? En fait, je ne présenterai pas ça comme ça, car entre autres, cela pourrait occulter le fait que jeûner ne peut pas remplacer une bonne hygiène de vie. En tout cas, ce livre est très intéressant, il apporte plein d'informations, sachant qu'Albert Mosseri a compté parmi les gens qui ont encadré beaucoup de jeûneurs, qui ont adapté les techniques pures et dures de Shelton entre autres. Et il faudra poursuivre avec le travail de Désiré Mérien, qui d'ailleurs a été encadré dans un de ses jeûnes par Albert Mosseri, et qui a continué d'adapter les techniques de jeûne en encadrant encore plus de jeûneurs dans sa vie. Voilà pour le résumé de ce livre.